L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et pour ce coup d'œil sur l'actu, nous accueillons à présent Muriel Maillefer. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université Lyon 3 en aménagement, spécialiste de l'économie de fonctionnalité et de l'économie circulaire, et vos travaux vous ont amené à travailler sur le cadre Romans-sur-Isère. Alors pour commencer un petit peu cet entretien, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce en quoi Romans-sur-Isère est un territoire un peu particulier et emblématique de la phase de désindustrialisation des années 80 en France? C'est un territoire assez emblématique du déclin industriel d'une mono-industrie, la chaussure, le textile, surtout la chaussure. Et donc c'est un territoire qui a connu une trajectoire un peu comparable à d'autres petites villes de mono-industrie, avec le départ des grandes entreprises et petit à petit donc la montée du chômage et la perte de vitalité du territoire. Et ça a été dû à quoi, cette disparition des grandes entreprises ? On peut en fait associer cette disparition à un ensemble de causes qui sont communes aux industries françaises, notamment la concurrence, l'idée qu'il fallait rester à des coûts raisonnables et donc délocalisation des entreprises et coût de la main-d'œuvre. Et donc, depuis cette période-là, qui s'est peut-être achevée autour des années 2000, si je ne me trompe pas, il y a eu une dynamique, une relance un petit peu territoriale avec des nouvelles entreprises, notamment dans la chaussure et dans le cuir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Alors, on a identifié, en analysant le territoire, qu'il y avait eu plusieurs mouvements de relance, notamment un premier mouvement qu'on peut qualifier d'exogène, en essayant d'attirer des entreprises extérieures autour de la chaussure, et donc pour renouveler le commerce et la vente autour de la chaussure. Donc c'est un modèle plutôt traditionnel d'attractivité. Et puis un deuxième modèle plus original qui est lié à la culture locale, notamment autour de l'ESS, ou qui est parti de l'idée non pas de l'emploi en tant qu'associé à la chaussure, mais de l'emploi en tant que moteur de renouvellement du modèle économique à travers donc la revitalisation industrielle autour de la chaussure. Et alors justement sur cet enjeu de développement territorial et de revivifier finalement le tissu industriel local, on parle parfois d'économie circulaire. Alors c'est un terme qu'on emploie abondamment, mais est-ce qu'on pourrait le définir avec vous pour savoir un petit peu de quoi il en retourne ? Alors l'économie circulaire autour de la chaussure, c'est assez simple. On peut le voir d'un point de vue du produit, où on va essayer donc de localiser toute la matière première, la production, la vente et le recyclage des produits de façon à boucler le cycle ressources, production, consommation. Donc ça, c'est plutôt une vision produit, mais on pourrait avoir aussi une vision un peu plus territoriale, où on va essayer de développer un système territorial autour donc d'une filière, mais en essayant en fait d'intégrer l'ensemble des parties du territoire, enfin de l'action économique du territoire, en intégrant aussi tout de façon beaucoup plus concertée, les systèmes de construction du produit, les systèmes de vente, les systèmes de consommation, et puis l'associer à d'autres types de production, de façon à avoir un système plus ou moins autonome ou qui tend vers l'autonomie. Et alors ce modèle de développement territorial autour de l'économie circulaire, d'où ça vient, depuis quand ça existe concrètement, et est-ce que c'est un slogan, est-ce que ça a une réalité concrète, est-ce que c'est porté par des politiques publiques en France ? Alors l'économie circulaire comme idée, on va dire, est contemporaine de toutes les idées des années 70 sur le développement durable, disons la critique globale du modèle industrialiste et productiviste. Donc c'est un concept qui est assez ancien. Néanmoins, il a été revitalisé seulement dans les années 2000 à travers des expérimentations de politique publique, donc à une échelle plutôt macroéconomique, avec une dynamique qui est venue plutôt de la Chine, qui a mis en avant donc cette idée d'économie circulaire, et après c'est descendu en fait dans les entreprises avec la fondation MacArthur, qui a développé cette idée autour d'une vision assez productive de l'économie circulaire, donc en économie de ressources, etc. Et donc, on peut aussi, comme tout concept un peu nouveau, avoir une vision un peu restrictive
la circularité, donc qu'on défend plutôt côté entreprise par exemple, où on essaye donc de limiter la consommation de matières premières et les déchets. Donc on l'avait fait avant. Et puis une vision beaucoup plus large où là on va coupler ça à l'idée de sobriété et de limitation de la consommation, donc de la production et développement des usages. Et alors les acteurs romanais, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'emparer de cette thématique et de ce modèle économique ? Alors, on ne peut pas dire forcément que dans un roman sur Isère, on s'est emparé pleinement de ce modèle, mais on peut trouver des expérimentations assez innovantes, par exemple avec l'entreprise 1083 et l'essai de relocalisation de la production et de la consommation dans un périmètre restreint. Dans local ne veut pas dire complètement de proximité, parce qu'on a toujours besoin d'avoir des matières premières à l'extérieur. Bon, ça, c'est plutôt une vision productivo-territoriale, on dirait. Et puis, il y a aussi des expérimentations beaucoup plus larges, comme la Cité de la Chaussure, je pense que c'est un bon exemple, où là, il y a une multitude d'activités qui sont centrées autour de la chaussure, mais qui mobilisent d'autres compétences, d'autres éléments territoriaux, avec aussi un élément d'insertion locale des salariés. Et alors, on le disait, vous êtes spécialiste des différents modèles de développement économique, si je ne me trompe pas. On a parlé de l'économie circulaire, on sait qu'il y a d'autres termes qui essaiment, on parle d'économie de la fonctionnalité, on parle également de métabolisme, de vision métabolique des territoires. Est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs peut-être les différences qui existeraient entre ces différents modèles ? Tout à fait. En fait, le point d'appui le plus en français le plus connu ou le plus utilisé, c'est la définition de l'ADEME en 2013, donc Agence de la transition écologique maintenant, qui a défini des nouveaux modèles économiques, donc autour de l'idée de circularité, mais en précisant en fait des types de circularité en fonction soit d'une vision de l'offre productive, soit une vision de la demande, soit une vision, disons, conception du produit. Donc moi je travaille plutôt sur la vision modèle économique plus globale, avec deux entrées en fait, l'économie de la fonctionnalité, qui est en fait l'idée qu'on va promouvoir le service plutôt que le produit. Peut-être on en reparlera après, mais c'est quand même quelque chose d'assez novateur, surtout dans une ville industrielle, où on pense que le produit est avant le service. Et puis l'écologie industrielle et territoriale, qui est en fait un modèle un peu aussi franco-français, qui était l'idée qu'à travers donc, la circularisation des flux autour des entreprises, on pouvait arriver à un modèle moins impactant pour les territoires, notamment dans les territoires très producteurs de gaz à effet de serre ou avec des entreprises très polluantes, ce qui n'est pas le cas à Romans. Mais là, justement, vous parlez donc de modèles intra-territorial et intra-entreprise. Comment est-ce qu'à une échelle plus globale, cela peut se mettre en place ? Parce qu'on se doute bien que si on reste dans un cadre de surconsommation, d'économie de croissance, ça pose tout de même quelques problèmes. C'est peut-être pas suffisant. Tout à fait. Alors, comme je l'ai dit avant, en fait, on a plusieurs visions de la circularité où, en fait, on peut la raccrocher uniquement à une dimension très instrumentale, en travaillant donc sur le métabolisme, uniquement les flux produits consommés, ou alors on peut avoir une vision beaucoup plus exigeante de changement de modèle, et à ce moment-là, il faut évidemment se référer aux objectifs de croissance qui doivent être limités, puisqu'on a toujours un lien qu'on ne sait pas diminuer entre croissance de la consommation, croissance de la production et croissance des besoins en ressources et des déchets. Donc là, pour l'instant, les réflexions, c'est de dire, en fait, avec notamment Dominique Bourg, par exemple, que si on veut avoir une circularité qu'il appelle authentique, on doit passer de toute façon par une voie de diminution de la consommation, ce qui ne veut pas dire moins de bien-être, mais c'est plutôt du mieux-être, c'est-à-dire diminuer finalement les produits neufs et diminuer notre soif de consommation sur toujours des nouvelles technologies et des nouveaux produits. On le voit, il y a bien un enjeu également d'une forme de sobriété dans nos modes de consommation pour parvenir à un modèle économique plus soutenable. Et vous parliez juste avant de l'économie de la fonctionnalité et donc l'enjeu de considérer davantage le passage
d'une propriété d'un bien à son usage et de considérer le bien comme un service. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner? Est-ce que c'est pertinent pour tous les modèles de développement et toutes les industries? Alors, l'économie de la fonctionnalité, au départ, c'était plutôt un modèle productif qui visait, en fait, pour les entreprises, à offrir plus de choses que le produit lui-même. Donc, au lieu du produit tout seul, on vendait à côté des services. Au lieu de vendre une voiture toute seule, on vendait l'assurance, le crédit, la maintenance, etc. Donc, l'idée, c'était quand même d'accompagner la vente d'un bien. Et puis petit à petit, la réflexion sur les sociétés contemporaines, qui sont des sociétés de services principalement, puisqu'on a à peu près 80% de la richesse qui vient des services, a conduit à réfléchir à l'idée un peu quand même nouvelle et au début bizarre, de dire que finalement il fallait renoncer à la vision en termes de biens pour se déplacer vers une vision en termes de services. Donc ce qui compte, ce n'est pas le bien, mais c'est ce qu'apporte la consommation du bien. Et dans l'idée du service, il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est qu'un service est coproduit entre celui qui le propose et celui qui le reçoit. Donc on donne souvent la métaphore du coiffeur, qui est le service au ménage le plus basique par rapport à ça, où on a besoin, en fait, le coiffeur a besoin de l'avis du consommateur pour savoir si le service correspond à l'attente. Donc ce qui compte à la fin, c'est pas la coiffure en tant que telle, l'action productive de coiffer, mais le bien-être autour de la coiffure. Donc dans l'économie servicielle, on passe d'une idée de consommation de biens à une idée de bien-être autour de fonctionnalités qui peuvent être des fonctionnalités urbaines. Donc on peut élargir à l'idée de santé, à l'idée de mobilité, à l'idée de bien-être alimentaire. Et donc ça introduit une vision beaucoup plus territoriale de l'économie servicielle. Et justement, je me permets François, quand on parle que ça soit du coup d'économie de fonctionnalité, d'économie circulaire, ça pose aussi la question de la reconversion de notre modèle industriel qui est, on va le dire, écocidaire, face à des entreprises actuellement en place qui vont faire un chantage à l'emploi, qui disent nous on ne peut pas partir sur ces modèles-là parce que ça va détruire trop d'emplois. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces entreprises ? Alors l'idée de l'économie servicielle, c'est pas d'être contre l'économie industrielle ou antérieure, c'est l'idée de dire aux entreprises que finalement elles ont intérêt quelque part, pour parler leur langage, à développer des services et que les services qu'elles vont développer vont promouvoir finalement leur création de valeur et leur ancrage territorial. Donc moi j'ai travaillé un peu sur Dunkerque il y a quelques années, une entreprise comme ArcelorMittal en fait est en train aussi d'évoluer vers une dimension servicielle, pas complètement mais petit à petit par exemple, en récupérant la chaleur fatale de ces activités productives et en utilisant cette chaleur fatale pour chauffer des bâtiments. Donc là le service devient premier par rapport aux biens et petit à petit on peut penser que ces entreprises vont avoir intérêt de plus en plus à développer cette dimension servicielle pour d'abord être pérennes, être acceptables sur des territoires et développer leur ancrage. Donc ça peut être une piste intéressante pour finalement une forme de reconversion industrielle. Et on en parlait dans le journal juste avant de la présentation par le gouvernement du plan Industrie verte, il y a 3 jours. Comment finalement on assure et on assume l'ancrage et le développement territorial à l'heure d'une économie qui est de plus en plus financiarisée, potentiellement moins industrielle, et où le capital est mobile et les hommes ne le sont pas. Donc comment on fait pour faire en sorte que ces grands groupes industriels, type ArcelorMittal, ne s'en aillent pas d'un territoire là où les coûts de production seraient moins forts? Alors l'économie servicielle a justement comme objectif de lever cette contrainte de coût, puisque en fait ce qui va compter c'est l'apport au territoire du service, les externalités, j'en ai pas parlé, mais l'idée c'est qu'au-delà du service rendu par l'entreprise par exemple, ça peut être n'importe quel type d'activité, c'est pas forcément marchand, mais il y a des externalités pour le territoire qui peuvent être valorisées par l'entreprise, par exemple moins de pollution, par exemple un accès plus facile à la mobilité, ça dépend vraiment des entreprises. Donc finalement, on peut penser que pour les entreprises, ça peut leur permettre de se déconnecter
des contraintes de marché, des contraintes concurrentielles. Alors toutes ne le feront pas, mais actuellement, on voit que même pour les entreprises qui sont dans des grands groupes, il y a une stratégie très différente entre l'entreprise à l'échelle internationale et l'entreprise à l'échelle locale. Pour ArcelorMittal, par exemple, à Dunkerque, le discours local était très différent du discours qu'on entend sur la concurrence, la financiarisation, etc. Donc l'idée de déconnecter ces échelles peut être un moyen aussi de garantir la pérennisation de l'activité sur les territoires. Et on le disait également dans le journal, de plus en plus d'économistes, même si c'est quelque chose d'assez galvaudé finalement, interpellent les pouvoirs publics sur le rôle du PIB comme un indicateur problématique pour penser l'Anthropocène. Et je voulais également vous entendre sur le fait que de plus en plus d'entreprises se déclarent entreprises à mission. Est-ce que c'est quelque chose de suffisant pour engager la redirection écologique des territoires, de penser ces thématiques? Et de même, est-ce que cette inversion de paradigme que pourrait être l'économie servicielle, ça suffit concrètement pour assurer l'habitabilité de la planète aujourd'hui? Alors, pour le PIB, ça fait longtemps qu'il y a des critiques sur l'indicateur qui est trop limité, qui favorise finalement la pollution, parce que quand la pollution augmente, le PIB augmente, etc. Il y a eu beaucoup d'indicateurs, de travaux un peu alternatifs à l'échelle globale et à l'échelle locale. Il y a eu beaucoup de travaux aussi sur des territoires en déclin comme les Hauts-de-France. Par exemple, on peut lire les travaux de Florent Janickatrice sur les indicateurs de développement territoriaux. Donc là, on a quand même des outils locaux, des outils qui déconnectent d'indicateurs trop monétarisés. Alors le PIB, c'est pas son problème, c'est pas qu'il est monétarisé, parce qu'il faut une unité de mesure homogène. Le problème, c'est qu'il est lié au modèle productiviste, et c'est ça qui convient pas. Donc, alors, est-ce que toutes ces initiatives sont suffisantes? Ça, c'est vraiment le problème. C'est comme partout. Plus il y en a, mieux c'est. Mais ce qu'il faut effectivement arriver à faire, c'est un changement de comportement des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs souhaitent changer et qu'on ne les contraigne pas par rapport à un modèle qu'ils voudraient conserver. Notamment, je pense que le changement principal, il est à l'échelle des territoires, et c'est des territoires que peut arriver finalement un changement de comportement des entreprises qui vont voir que les acteurs territoriaux attendent autre chose. Donc après, il y a évidemment toute la politique publique qui doit accompagner et inciter par des formes innovantes de production, l'ESS, etc. Eh bien, merci beaucoup Muriel Mafer. Je rappelle que vous êtes professeur d'aménagement à l'université Lyon 3. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène. À bientôt. Merci. Et vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes. Et tout de suite, c'est Faute de mieux, une chronique de Indra Kratokville. Regard sur l'actu. Regard sur l'actu. English first arrived in India in the early 1600s. It coexisted alongside the many Indian languages like Regard sur l'actu. So now I'm in studio. L'actu. Comment allez-vous? Radio Anthropocène.